Bonjour, je suis Yannick Leguerne et vous êtes sur We Do Biz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. Entreprendre, c'est s'approprier le monde, le bâtir, le faire évoluer pour soi et pour les autres, avec les autres. Une émission aujourd'hui avec Alain Gauthier. Notre émission, L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, présente de nouvelles manières de voir, de penser et d'agir, d'entrepreneurs, d'artistes, de philosophes, d'humanistes, de chercheurs, d'écrivains, mais pas que, de personnes qui ont changé ou changent de vie et font évoluer le monde par ce qu'elles font et par ce qu'elles sont. Notre émission présente des entrepreneurs, artistes, philosophes. Ces entrepreneurs, artistes, philosophes, au sens nietzschéen, illustrent la naissance d'esprits libres, hors normes, animés de volonté et construisant avec exigence, conscience et humanité leur rapport au monde. Leur recherche est juste celle d'une vérité intime, souvent inconsciemment généreuse et humaine, universelle. Partant du principe d'Épictète que philosopher, ce n'est pas discuter de philosophie, c'est vivre sa philosophie, les invités nous font vivre leurs expériences de vie, professionnelles, spirituelles ou intimes, souvent étonnantes, montrant qu'on peut s'approprier le monde dans ou hors des codes. Aujourd'hui, quelqu'un qui porte la pensée intégrale et évolutionnaire. Alain Gauthier est vice-président du Club de Budapest, fondateur aux États-Unis de SOL, Society for Organizational Learning. Il développe l'enseignement du co-leadership évolutionnaire et milite pour une éducation à la co-créativité et à la co-responsabilité. Alors nous le recevons aujourd'hui pour son livre qui s'appelle le co-leadership évolutionnaire pour une société co-créatrice en émergence, qui est paru chez HD Précursion, qui est une nouvelle collection dirigée par Jean-Pierre Klein. Alors un invité, chers auditeurs, qui nous fait une fois de plus entrer dans l'ère de l'évolution positive, du désir, du retour à la quintessence, au renouveau des rêves et des idéaux, une plongée dans le beau, le vrai, le bien. Un invité qui représente un changement des manières de voir, de penser et d'agir. Une fois de plus, une fois encore, semer les idées et les comportements simplement humains. Doux, beau, tendre, montrant que nous pouvons faire de nos vies un art, être les poètes de nos existences, changer le monde et bâtir ensemble une humanité meilleure. Bonjour Alain Gauthier. Bonjour. Alors nous allons faire avec vous un voyage, ou plutôt une danse, au sein de la pensée évolutionnaire. Nous y parlerons probablement d'Hermès Trismégiste, de Pythagore, de Platon, de Saint-Exupéry, d'Erwin Laszlo, de Teilhard de Chardin, du Tao, de Ken Wilber et de bien d'autres. Et surtout, de vous. Alors qui êtes-vous ? C'est quelquefois difficile de trouver un seul qualificatif, donc je dirais qu'à ce stade, je suis un expérimentateur. Je suis un peu un éveilleur dans la mesure où je suis toujours à la recherche d'idées qui peuvent être non seulement utiles pour ma vie, mais peut-être pour d'autres également. Et j'ai travaillé surtout dans le domaine des organisations pour aider des équipes, quelquefois une organisation entière, à s'ouvrir à une autre manière d'être et non pas simplement une manière de faire, l'un passant par l'autre d'ailleurs. Et voilà ce qui est actuellement, une autre dimension qui me définit, c'est que je ne suis pas l'homme d'une culture, je suis l'homme de multiples cultures. Alors avant, on va justement voir un peu quel est ce parcours de vie, ce parcours spirituel, intellectuel, scientifique, philosophique qui est le vôtre. Une éducation, une carrière somme toute très classique de haut niveau, HEC, MBA à Stanford. Et puis accessoirement, vous êtes passé par McKinsey. Oui, pendant 7 ans. Oui. Et puis après, entrepreneur très vite, pourquoi ? Bien, entrepreneur, dans la mesure où j'ai d'abord fondé une plus petite structure que celle de McKinsey parce que j'avais besoin de travailler en partenariat avec 2 ou 3 personnes et de trouver, de travailler à notre main.
sans être, je dirais, sans avoir trop de conditions définies d'avance sur comment on s'engage ou comment on engage vis-à-vis des clients. Donc il y a eu en fait deux stades, un stade d'environ 5 ans pendant lesquels j'ai été associé d'une petite firme de conseil. Et ensuite, effectivement, je suis devenu plutôt une locomotive au pied, profession libérale, d'ailleurs en quittant Paris à ce moment-là, pour retourner vers une province qui répondait mieux à certains de mes besoins, en particulier d'être souvent dans la nature. Alors c'était où? On va voir justement ce rapport à la nature qui est absolument essentiel dans la construction de ce que nous sommes et de ce que vous avez été, de ce que vous êtes d'ailleurs. Alors c'était où cette province? Eh bien, moi je suis né dans les Vosges, mais mon grand-père était du Jura. Un Franc-Comtois. Un Franc-Comtois. D'où ça? Et bien, il était d'un petit village, Chazot, juste à côté de Baume-les-Dames. Il était paysan au départ, et puis ensuite il a quitté sa région, comme beaucoup, pour devenir conducteur de voitures et autre chose, au début du siècle dernier. Et moi-même, j'ai choisi d'aller m'établir à Besançon, que je trouve qui est une ville belle. Pour moi, la beauté a toujours eu une grande importance dans mes choix. Et j'ai effectivement loué une maison pendant 3 ans, dans la région de Besançon, pour voir ce que le travail que je pouvais faire. C'était en plein crise de l'horlogerie à l'époque, et donc il y avait beaucoup de reconversions à faire. L'après-LIP, oui, c'était LIP et l'après-LIP, oui, et la venue du quartz dans le monde qui a bousculé beaucoup de choses dans cette région. Et j'ai pensé que je pouvais apporter ma contribution à une transformation du tissu industriel, mais qui supposait aussi un changement de mentalité. Et alors, comment ça s'est passé? Qu'avez-vous réussi à transmettre, à proposer, à impulser ou pas? Avec quelques entreprises, je pense qu'effectivement, il y a eu des prises de conscience qui leur ont permis de se réorienter, mais c'était quand même dans un contexte encore difficile. Et je n'ai pas fait d'ailleurs que de travailler dans cette région. Je continuais à faire du conseil, non seulement en France, mais en Espagne, dans d'autres pays européens. Déjà à l'étranger. Pourquoi cette vision, cette volonté internationale, mondiale, universaliste? Oui. Je crois que ça m'est venu très tôt d'avoir, quand j'étais même pas étudiant, d'avoir passé pas mal de temps en Angleterre, en Allemagne, à apprendre les langues, et m'apercevoir qu'il y avait d'autres perceptions de la vie qui étaient possibles. Et le fait ensuite de décider d'aller faire une partie de mes études aux États-Unis, de rejoindre en fait ensuite une société très internationale comme McKinsey, m'avait donné le goût de regarder la vie sous différentes perspectives, non seulement culturelles nationales, mais avec un brassage de différentes traditions spirituelles, religieuses, des ethnies, etc. Je crois que ça m'est venu assez tôt. Lesquelles? Qu'est-ce qui vous a fait vibrer? Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de la beauté de votre propre culture, de notre propre culture, du multiculturalisme? Quel dénominateur commun vous avez trouvé là-dedans? Qu'est-ce qui vous a construit? Je crois que ce qui a contribué à ma construction, à mon évolution, c'est effectivement de rencontrer assez tôt des hommes et des femmes qui cherchaient à s'exprimer plus complètement dans leur nature, dans leur singularité, mais qui n'essayaient pas nécessairement de le faire tout seul, qu'ils le faisaient avec d'autres. Alors c'est quoi notre nature, notre singularité? Pour moi, elle repose sur deux choses. Je crois à ce stade de ma vie que nous avons en fait deux natures qui se répondent l'une à l'autre et qui s'appuient l'une sur l'autre. L'autre, c'est une sorte de nature infinie. On a toujours existé, on a toujours été là, à un certain niveau. Donc c'est quelque chose sur lequel on n'a pas besoin de travailler dans une certaine mesure. Puis une nature qui est évolutive, imparfaite, évolutive. Donc en anglais, on dit le being et le becoming, l'être et le devenir. Et je crois que j'ai toujours recherché la compagnie d'autres hommes et de femmes qui, même s'ils
n'en parlaient pas en ces termes-là, mais sentaient qu'en eux-mêmes, il y avait un appétit de s'ouvrir, de grandir, d'évoluer. Et d'évoluer ensemble, de coévoluer. Et de coévoluer. Et en reconnaissant qu'il est difficile, effectivement, d'évoluer tout seul. Est-ce que les gens les plus évolués... Alors, dans votre livre, finalement, on se dit, vous rappelez les différentes études scientifiques, sociologiques, etc., qui existent, et vous dites que finalement... l'humanité un peu plus consciente, un peu plus évoluée, qui pense à sa propre évolution, à l'évolution du monde, à la perception de l'autre, et que l'autre n'est pas quelqu'un qu'il faut rejeter. Ça représente simplement 5% de l'humanité. Et c'est un pourcentage, qui est difficile à vérifier. Et qui varie beaucoup d'une culture à l'autre, et même à l'intérieur d'une même culture, puisque nous passons par un certain nombre de stades, individuellement comme collectivement, et il est certain que la petite minorité de personnes, qu'elles soient de 5 ou 10%, qui apprécient en fait tous ces stades par lesquels nous sommes passés, stade tribal, stade traditionnel, dominé par une religion monothéiste, puis le règne de la raison et que nous a amené le siècle des Lumières et la suite, et puis la contre-culture des années 60-70, débouche en fait sur ce qu'on peut appeler maintenant, ce que certains appellent une ère intégrale ou une dimension intégrale, qui nous fait voir à quel point il était important de franchir de toutes ces étapes, qui sont toujours en nous d'ailleurs. De ne pas les rejeter, de les intégrer. D'apprécier les côtés positifs et aussi d'en voir les côtés pathologiques. Par exemple, un individualisme forcené. De la société postmoderne, par exemple, qui nous empêche effectivement d'avoir une qualité de relation dans laquelle on apprécie ça en soi et on apprécie ça chez les autres. Alors, ce 5%, c'est ça, c'est ce qui essaie d'émerger, qui est déjà présent de manière latente chez beaucoup d'entre nous, Dieu merci, mais qui ne s'est pas forcément actualisé du fait des expériences auxquelles on a été confrontés ou soumis. Mais c'est le ferment de la société en évolution, on va dire. L'esprit du temps, un petit peu en amont de la masse. Voilà, c'est quelques personnes qui vont pouvoir s'agréger pour construire, faire émerger et développer après la nouvelle civilisation, les nouveaux paradigmes dont on parle tant. Alors on peut retrouver ça dans votre livre, vous qualifiez ça des 3 Big Bang, donc on renverra nos auditeurs là-dessus. Oui. Alors, sur la question du leadership évolutionnaire. Oui. Donc ça fait trois définitions et peut-être même plus à définir. Oui. Qu'est-ce que le leadership ? Ici, vous êtes sur We Do Biz Radio des entrepreneurs. Oui. On connaît plutôt le leadership traditionnel. Oui. Vous allez nous en donner la définition. Oui. Mais vous en donnez une définition plus ancienne et plus intéressante. Oui, il y a effectivement, si on a quelquefois du mal à traduire ce terme leadership ou leader en français, mais le terme qui le traduirait le plus directement, c'est la notion de meneur, c'est d'entraîner d'autres derrière soi. Et il y a toujours cette dimension importante qu'il faut reconnaître. Mais j'ai découvert il y a quelques années cette racine étymologique dans la langue indo-européenne de lead, qui dans cette langue voulait dire passer un seuil, prendre le risque d'entrer dans un monde moins familier, inconnu, dans lequel il faut faire beaucoup de lâcher-prise pour que le nouveau puisse se faire jour. Un seuil, un passage, quelque chose qui est renvoyé à une notion initiatique. Oui, tout à fait, parce qu'on retrouve ça dans les grandes traditions, Joseph Campbell et autres, de voyage du héros, le mythe du héros, dans lequel, effectivement, à un moment donné, le héros accepte ou non l'appel qui le conduit à sortir de son village ou de son environnement familier pour aller justement vers un terrain inconnu et dans lequel il va perdre ses repères, mais dans lequel aussi il peut s'éveiller en lui-même et dans le monde qui l'environne à des choses nouvelles. C'est quoi la différence entre le héros et le champion que vous nous rappelez? Ah oui, alors c'est intéressant, c'est Robert Dills qui fait cette distinction dans Le Voyage du héros, et disons que en fait, le héros lui-même peut être quelqu'un qui, tout en étant ouvert à des circonstances exceptionnelles qui vont développer quelque chose de nouveau chez lui,
ne devienne pas pour autant une sorte de croisé, quelqu'un qui pense avoir trouvé le Graal, la solution, et qui va maintenant la défendre, quelquefois avec des risques destructeurs. Et ça c'est plutôt le champion. Il n'est pas dans une vérité, dans un dogme, le héros. Voilà, ce qui est le contraire du champion. Oui. Et ça, hyper spécialisé en plus, peut-être. Voilà. Et ça va bien d'ailleurs avec cette notion évolutive dont je parlais tout à l'heure, parce que si on reconnaît qu'en soi il y a plusieurs héritages, plusieurs possibilités, et que ces voies, il faut leur donner la parole de temps en temps, ça évite de devenir justement un missionnaire qui a découvert la vérité et veut l'imposer ou veut la transmettre quelquefois avec force aux autres. Alors que le héros, c'est un archétype, un mythe dans lequel chacun peut se reconnaître pour devenir son propre héros. Oui, parce que c'est effectivement dans la tradition la plus profonde du héros, il y a l'idée que le trajet que j'ai fait sur moi et autour de moi, je vais le mettre au service de ma communauté. Donc ce n'est pas l'ego qui a été nécessairement développé, même s'il peut y avoir des moments de cela. Mais ce qui est très important, c'est de dire qu'est-ce que j'apporte, quel est le don que je fais, que j'ai peut-être développé en moi, mais que je fais à ma communauté. Et dans la notion du leadership, je dirais, apprenant, qui est une des versions par lesquelles je suis passé moi-même, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un leader apprenant? C'est quelqu'un qui dit j'ai découvert, mais j'ai encore beaucoup d'autres choses à découvrir, donc ne prenons pas l'arbre pour la forêt, il y a bien d'autres arbres à découvrir derrière. C'est pas un dogme, c'est pas une science, que ça soit le leadership ou le management, vous en faites non pas l'apologie ni la destruction, mais vous battez un peu en brèche les systèmes de management qui sont scientifisés, on va dire, qui sont des méthodes à appliquer qui ne fonctionnent pas forcément, alors que le leadership ou le management sont plutôt, de même que l'alchimie, des arts pratiques. Il va falloir faire face à l'incertitude, il va falloir apprendre, co-construire, etc. Et donc, c'est plus un art qu'une science. C'est vrai. Et ce qu'on n'apprend pas dans les MBA, comme dirait Mintzberg, ami Mintzberg aussi. Et il ne faut pas rejeter pour autant l'utilisation bien comprise de certains outils, de certaines méthodes, de certaines techniques. C'est quand elles deviennent excessives et qu'elles occupent toute la place qu'elles deviennent dangereuses. Et donc ça, c'est effectivement ce qui distingue pour moi le leadership du management au sens système du terme. C'est cette ouverture d'abord à la qualité de relation avec les autres, avec son environnement et avec la vie elle-même. C'est-à-dire que le leader se nourrit du fait que la vie lui présente des occasions de continuer à se développer, s'enrichir et créer les conditions dans lesquelles d'autres peuvent apercevoir ça. Et ça, tout en donnant. On n'est plus dans une économie de la rareté, mais vraiment de l'abondance, du don, où le leader est là pour aider les autres à trouver leur don, à fédérer ça, à travailler de manière quasiment énergétique, pour trouver les visions, les archétypes ensemble qui vont permettre de souder les équipes, de les rendre exceptionnelles. Alors on reviendra d'ailleurs sur ces thèmes qui sont déjà posé par Ken Wilber et les autres et vous bien évidemment. Alors pourquoi se développe ce type de leadership, ou pourquoi ça devrait se développer? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus, non seulement dans le management actuel, dans le leadership actuel, et peut-être même par extension, parce que vous en parlez déjà, dans la société actuelle? Oui. Le développement classique du leadership, c'est celui qui alimente une industrie de plusieurs milliards de dollars et d'euros, a mis beaucoup l'accent sur la dimension individuelle du leader, qui doivent développer ses capacités et, dans le fond, dans une certaine mesure, être capable d'apporter les réponses lui-même. C'est très schumpeterien, le leader ou manager ou entrepreneur, charismatique, inné. Et qui peut faire des dégâts, surtout quand la société se complexifie beaucoup. On sait très bien que nous ne pouvons pas avoir, surtout quand on fait uniquement appel à notre intelligence rationnelle, c'est difficile à voir. Mais il y a la prise de conscience, en fait, que pour
pour faire appel à plus d'intelligence et plus de sagesse collective, il est important de ne pas jouer ce rôle en solo. D'où la notion de co-leadership. Alors comment on fait ? Eh bien, le co-leadership, c'est effectivement de dire, au lieu d'être le héros solitaire qui va passer son seuil, etc., c'est de se dire, et si nous étions plusieurs, en jouant de nos singularités différentes et donc de nos complémentarités, à ouvrir entre nous d'abord et puis ensuite à d'autres, un espace dans lequel, justement, peuvent se révéler des dons auxquels on n'avait pas fait appel. Mais si on ne commence pas par soi-même, en reconnaissant les différentes composantes de sa propre personnalité, même ses contradictions, c'est difficile de le faire avec d'autres, parce qu'ils vont avoir les mêmes défis. Et donc, ce travail sur soi est indispensable lorsqu'on veut passer à un véritable partenariat avec d'autres. Alors vous dites aussi que ça implique de passer par la pensée ternaire ou trinaire, oui. De ne pas raisonner simplement en termes binaires. Vous pouvez expliquer ça un petit peu à nos auditeurs ? C'est quoi la pensée binaire et c'est quoi l'intérêt de la pensée ternaire ? Oui, la pensée binaire, on peut la résumer simplement en disant c'est le ou. Hein, c'est ou la rationalité ou l'intuition, mais c'est pas les deux. C'est ou la dimension très, je dirais, intelligence cognitive ou c'est l'émotion, on ne peut pas avoir les deux. C'est ou blanc ou noir. Ou c'est ça, ou c'est le développement quantitatif ou alors une notion qualitative mais dont on ne voit plus très bien comment on peut faire fonctionner ça pour que plus de personnes en bénéficient. Donc arriver au et, c'est-à-dire le fait qu'il y a dans une certaine mesure quelque chose que l'on peut opposer à une autre chose, hein, par exemple individualisme que l'on oppose au collectif, au collectivisme, c'est-à-dire on peut transcender, réunir ces polarités dans un troisième discours qui intègre à la fois le besoin pour chacun de se développer individuellement, d'être non seulement cultiver ses dons, mais les offrir, mais de les offrir dans un contexte dans lequel les dons des autres apparaissent tout aussi bien. Être une pierre d'un édifice commun, voilà. Peut-être. Voilà, tout à fait. Qui réunit, vous dites un peu les humanismes occidentaux et orientaux aussi, où finalement dans l'humanisme occidental, il y a une prédominance de l'individu, dans l'humanisme oriental ou africain, on a une prédominance du collectif, et là il faut arriver à faire cette jonction des deux. Réalisation personnelle dans un cadre en plus collectif où on va produire et apporter au monde, et où on va se faire reconnaître d'ailleurs pour ce qu'on est, pour ses propres dons. Et la difficulté de cela, c'est certains comme Stéphane Lupasco et d'autres, Basarab Nicolescu, qui ont beaucoup travaillé sur cette notion de la pensée ternaire, c'est de dire on est passé pour réconcilier la thèse et l'antithèse, pour reprendre les termes hegéliens, la synthèse ne peut se faire qu'à un autre niveau. C'est-à-dire, c'est sur un autre plan de réalité. Par exemple, Steve McIntosh, que je cite dans mon livre, dit lui-même la manière de réconcilier intégration et différenciation, donc collective et individuelle, c'est l'accès à un autre niveau de conscience qu'il voit dans quelle mesure les deux sont aussi important l'un que l'autre. Alors c'est justement, il nous en a parlé à notre micro à l'occasion des 20 ans auxquels nous nous sommes rencontrés du Club de Budapest dimanche dernier, et nous avons une interview de Steve McIntosh qui nous parlera de ce point précis. Oui. D'ailleurs. Il a étudié en grande profondeur lui-même. Oui, quelqu'un d'absolument remarquable. Qu'est-ce que la pensée évolutionnaire ? En quoi c'est différent de la pensée évolutionniste déjà ? Alors, le terme évolutionnaire, là, je l'entends, comme Steve d'ailleurs, comme d'autres, dans la capacité à intégrer à la fois l'évolution externe ou extérieure, visible, observable par la science, par exemple, l'évolution des espèces, Darwin, et l'évolution intérieure. Et vous parliez des 3 Big Bang tout à l'heure, c'est à l'occasion du 3e Big Bang, après donc l'émergence de la vie dans le 2e, que notre conscience, notre capacité réflexive nous permet de dire, mais dans le fond, par cette capacité de réflexion, nous sommes différents des animaux, des plantes, etc. Et ce qui est très important, c'est
de se dire qu'il y a non seulement une évolution sur le plan physique observable, mais il y a aussi une évolution intérieure. Et les stades dont nous parlions plus tôt, passant de la tribu à une vision beaucoup plus, je dirais, mondiale de notre société actuelle, fait appel à ce sens d'une évolution intérieure. Donc, la différence entre les évolutionnistes et les évolutionnistes reconnaissent, et en fait, dans une certaine mesure, les plus ardents défenseurs de la vision scientifique de l'évolution, alors que les évolutionnaires incorporent la dimension intérieure. Intérieure, spirituelle. Ce qu'on retrouve dans votre livre, justement, qui est un livre avec le parcours, l'évolution, le questionnement individuel, et toujours ce pont qui est fait entre l'individu, ce qu'on a au fond, et l'autre et le monde. Oui, avec, vous parlez aussi d'observateur... être son propre observateur. Oui, être son témoin intérieur. D'être son témoin intérieur, oui. D'être son témoin intérieur, ou en anglais on dit inner observer, vous aviez raison, c'est l'observateur intérieur qui nous permet effectivement de voir, par exemple, dans quelle mesure notre propre ego peut nous jouer des tours si nous ne prêtons pas attention. De nuancer un peu nos propres peurs, de les abolir, de nuancer les colères ou les problèmes des autres, etc. Oui. Et de comprendre éventuellement nos différentes pulsions, besoins, dont certains peuvent être contradictoires, mais en les regardant, en prenant un peu de distance, on dit tiens, c'est intéressant. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les théories neurocognitives et comportementales. On a eu une émission sur le sujet avec Olivier Maslow. Tout à fait. Et donc, dans la dimension du co-leadership évolutionnaire, l'idée que nouvelle définition du leadership, celui qui sait prendre des risques personnels. Le co-leadership, c'est nous y allons à plusieurs, nous invitons d'ailleurs à un champ plus large que d'autres personnes viennent nous rejoindre. Et l'évolutionnaire, c'est au service de quoi ? Au service de l'évolution qui est déjà en train de se faire, et qui se fait quand on regarde en arrière. Alors, quelle évolution, justement ? On est en train de construire quel nouveau paradigme, quels nouveaux archétypes, quel nouveau système d'adhésion, de reconnaissance, de comportement. Vous l'avez dit, vous voyagez beaucoup à travers le monde, vous êtes, on peut le dire, prospectiviste aussi, philosophe, vous rencontrez des gens, aussi bien des maîtres spirituels que des scientifiques, des climatologues, etc. Qu'est-ce que vous observez de cette évolution du monde ? Vers quoi va-t-on ? Et y va-t-on ? Oui, il y a d'abord ce qui me vient en premier, c'est la réconciliation entre ce qu'on dit en anglais « doing well and doing good ». Donc, être capable de faire quelque chose qui effectivement nous apporte des satisfactions, y compris sur le plan matériel, récompense, etc. Et en même temps, qui est au service de quelque chose qui nous dépasse. Donc là, moi, je le sens, que ce soit chez des entrepreneurs, chez des chercheurs, dans des communautés, ne plus opposer l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. Et en voyant qu'en fait, les deux, bien compris, pouvaient s'appuyer l'un sur l'autre et aboutir à du mieux. Et quand c'est partagé par une série de personnes qui apportent eux-mêmes des dons complémentaires, évidemment, ça va encore mieux. Alors, ces personnes justement un peu plus conscientes ou qui travaillent sur le sujet commencent à s'agréger. C'est vraiment dans l'esprit du temps. Et est-ce qu'on est au sens grec que vous rappelez ? Est-ce que c'est le kéros, le moment propice, ou pas encore ? Ou ça arrive ? C'est pour ça que j'ai utilisé le mot émergence dans mon sous-titre. C'est que ça arrive et c'est déjà visible pour qui veut voir. C'est vrai que les grands médias traditionnels ne s'en font pas forcément toujours l'écho, sauf lorsqu'il y a un élément sensationnel, mais que ce soit dans des communautés, il y a eu des communautés du Nouvel Âge dans les années 60-70 qui s'inscrivaient souvent en contre par rapport à la société actuelle. Ce que je vois la différence, c'est que ce qui n'est plus le cas dans la les entreprises sociales et d'autres, en fait, savent
que ça n'est pas en jouant uniquement en contre que l'on peut faire quelque chose d'utile, c'est en jouant avec, mais en même temps en étant, je dirais, posé sur un ensemble de valeurs avec lesquelles on ne veut pas faire de compromis. Avec un socle, en plus, on tient compte de l'existant, de ce qui a construit, ce que vous disiez tout à l'heure, de ce qui est pathologique, ce qui ne marche plus, et puis de ces principes, ces nouvelles visions, ce cœur finalement que l'on a de faire bouger les choses. Et je vois, Jean Gebser, qui a écrit un livre très intéressant sur les différentes étapes par lesquelles l'humanité est passée, disait: les arts précèdent toujours de quelques dizaines d'années, quelques décennies, ce qui se passe dans le reste de la société. Et pour moi, par exemple, l'émergence de l'improvisation en jazz, l'improvisation théâtrale, d'autres aspects sont des signes. A été des signes, parce que ça existe depuis des années, avant-coureurs qu'il est possible de concevoir une action, qu'elle soit sociale, économique, politique, en des termes assez différents, dans lesquels il n'y a pas une personne qui donne qui a tout pensé d'avance et qui dit maintenant exécutez s'il vous plaît, mais en fait de co-concevoir ensemble et d'être suffisamment présents les uns aux autres quand on le fait pour que ça puisse permettre cette improvisation créatrice. Mais c'est ce qu'on revoit d'ailleurs dans l'histoire de l'art, aussi bien avec l'impressionnisme, même de la Renaissance à l'impressionnisme, surréalisme, fauvisme, etc. On a ce mouvement, cette agrégation de... Michel Salofkos parlerait de génie qui se voit, se côtoie avec cette perméabilité culturelle, avec des choses qui sont faites ensemble ou pas ensemble. Et on voit actuellement, effectivement, qu'on est sorti de la période esthétiquement de crise, de retour aux vanités, à la mort. On n'est plus dans la pulsion de mort, on n'est pas encore dans la pulsion de vie, mais on n'est plus dans la pulsion de mort. Donc on peut noter qu'il y a l'émergence de quelque chose qui n'est pas encore posé, mais qui se dessine. Et les évolutionnaires justement ceux qui ressemblent un peu à Sproul sont capables de voir ces patterns qui, en fait, maintenant transcendent les secteurs. C'est-à-dire le secteur artistique n'est plus isolé du secteur économique ou social, etc. Alors, c'est un point vraiment important que vous soulevez dans le livre. Vous dites on ne doit plus être finalement des hyper spécialistes, mais au contraire, s'ouvrir un peu les champs de vision, de pensée. La transdisciplinarité doit, comme impératif catégorique quasiment, être à l'honneur pour éviter d'avoir trop d'a priori, pour faire des ponts entre les cultures, entre les hommes, entre les mondes, comme dirait Niklas Luhmann, et pour les rejoindre. Alors on a quand même un développement aussi que vous rappelez, développement fabuleux des créatifs culturels. On en parle beaucoup moins maintenant, mais on peut estimer que ces créatifs culturels, depuis, on va dire, 10-15 ans, sont passés entre 2% à quasiment 20% selon les endroits. Donc ils sont porteurs de quelle valeur ? Créatif culturel ou qu'on peut élargir à personne à la pensée évolutionnaire. Oui, parce qu'en fait, dans les créatifs culturels, il y a eu au départ des personnes qui remettaient en cause justement fortement les dimensions les plus quantitatives de l'environnement, donc qui étaient plus dans la critique, dans la continuation des années 60, remise en cause de la croissance, etc., mais quand même à la recherche d'une troisième voie. Et je crois que ça a ouvert... La voie du milieu. La voie du milieu, voilà. C'est qui n'est ni le retour à la chaumière, ni au communautarisme. Ni au communautarisme, et qui évite par une nostalgie, soit un retour en arrière, soit une simplification de ce qui se passe dans la société. Et c'est ce qui me frappe le plus, c'est que de plus en plus de personnes, et ils le font encore mieux ensemble que tout seuls, ont le désir d'embrasser cette complexité et de dire oui, il nous faut effectivement quand même répondre aux besoins matériels minimums que nous avons tous. Il faut répondre à ces besoins de relation que nous avons tous et il faut répondre à ces besoins de création aussi que nous avons tous. Mais nous ne sommes plus simplement des consommateurs, simplement des citoyens, simplement des membres d'une tribu. On pense le monde, on se repense dans le cosmos, dites-vous. Voilà. Et c'est évidemment, c'est en parlant aux personnes qui sont engagées là-dedans qu'on se rend compte de leur propre,
take, en anglais, la manière dont ils le conçoivent eux-mêmes. Mais ce qui est important pour moi, c'est comment ça influence leur comportement. C'est-à-dire que je vois de plus en plus de passerelles qui s'ouvrent vers d'autres secteurs, d'autres entreprises. On parle par exemple de l'innovation ouverte dans le monde des entreprises, dans lesquelles... Avec le copartenariat, avec les parties prenantes. Exactement. Vous pouvez nous en parler justement, ce qui a été fait, des choses que vous avez suivies, que vous avez impulsées parfois dans votre métier de consultant? J'en connais moins en France parce que je vis quand même une partie moins importante de ma France. Aux États-Unis, on cite souvent à un moment donné... Procter & Gamble, Google, voilà, etc. Voilà. Et Google, Apple, qui parce qu'eux-mêmes ont senti qu'il n'était pas possible de maîtriser, où ça leur coûterait extrêmement cher, par exemple la partie développement de nouvelles applications, sont allés chercher vers des hommes et des femmes qui avaient envie de créer et qui ont trouvé des formes contractuelles et d'associations qui leur ont permis de bénéficier. Et on dit que Procter & Gamble, par exemple, n'a pas augmenté son budget de recherche pendant des années et pourtant a sorti beaucoup plus de produits. Alors, ils ne sont pas des modèles sur tous les points, loin de là. Mais c'était bien l'idée qu'on passe là de la domination, qui est le rapport du donneur d'ordre à celui qui exécute, à une parité, en disant nous vous traitons, nous, vous, nos clients, nos fournisseurs, etc. On est des partenaires, il n'y a pas de rapport de domination, donc, mais d'échange. Et pour moi, ça met en évidence 2 ou 3 qualités humaines profondes chez les personnes, les dirigeants en particulier, qui ont fait cette mutation. C'est une qualité d'humilité, en disant effectivement... on n'a pas la science infuse tout le temps, on la maîtrise de tout. Il y a une qualité aussi d'appréciation de la différence chez l'autre. Et la volonté d'expérimenter ensemble. Parce que bien souvent, on ne sait pas très bien ce qui va sortir de cette nouvelle configuration. Mais d'ailleurs, c'est peut-être cette nouvelle société qui est à bâtir. C'est une société dans laquelle on n'a plus forcément de repères, dans laquelle on est obligé d'être dans l'ambiguïté, l'incertitude, mais on se dit, tant pis, on accepte ça, on lâche prise, on va lâcher les anciens modèles et on va essayer de construire... pas simplement seul, mais avec les autres, quelque chose de nouveau et de coopératif. Tout à fait. Et là, il y a quelque chose qui n'était pas paru aussi clairement quand j'ai commencé à écrire sur ces sujets, il y a à peu près 6 ans, c'est qu'en fait, un des aspects du partnership ou du partenariat ou du co-leadership, c'est pas simplement le fait de travailler avec d'autres, mais c'est aussi de travailler avec la vie. C'est-à-dire que qu'est-ce que la vie ? Alors, qu'est-ce que la vie ? Est-ce que j'ai une foi ? Ne piquez pas mes questions du questionnaire d'après. Mais allez-y. Ce qui caractérise un évolutionnaire, précisément, c'est quelqu'un qui a une foi dans le futur et une confiance dans le processus de la vie qui... justement, sans qu'on ait besoin d'avoir réfléchi à toutes les possibilités, va nous amener ce qu'il nous faut exactement, à la fois individuellement et collectivement. C'est très initiatique, ça, c'est très spirituel. Demande et on te répondra, ou finalement, on pourvoira à tous nos besoins, si on lâche prise, si on a foi en cet avenir. Et parce qu'on parle beaucoup de la difficulté du lâcher-prise, mais si on n'a pas cette profonde confiance, et moi je vous dirais que personnellement, je l'ai retrouvé des années après. Je l'avais, je crois, étant tout jeune garçon. Et je l'ai retrouvé des années après dans le contact avec la nature, où je me suis trouvé soutenu, supporté par la nature, dans une manière que je n'avais pas imaginé qu'il soit possible. Avec un sentiment, vous dites, d'unité. Un sentiment d'unité. Et je pense que ce sentiment d'unité qu'on peut avoir peut-être... de cette manière-là, sans parler de mysticisme, mais d'une connexion profonde avec la nature, où on apprécie ce qu'elle nous envoie. Avec l'univers. Et on est apprécié par elle, avec l'univers. En fait, il est plus facile, pour moi, il a été plus facile de l'appliquer dans le domaine plus large des relations avec les autres. Moi, je suis passionné par les idées, mais il a fallu que je surmonte un certain... nombre pas de handicap, enfin, j'allais moins facilement vers les autres avec une ouverture complète.
Et je pense que chacun, évidemment, doit trouver le chemin qui va lui permettre de cultiver ça en soi. Mais pour moi, c'est dans l'essence du partenariat, dans l'essence du co-leadership, c'est d'avoir cette acceptation inconditionnelle du fait que la vie nous présente ce qu'il nous faut exactement au bon moment. Exactement. Et vous dites aussi par ailleurs, vous reprenez, pas tout à fait comme ça, mais vous reprenez les mots d'Hermès Trismégiste qui dit « Je suis en tout et tout est en moi ». C'est-à-dire à partir du moment où on perçoit cette unité, qu'on fait partie de l'unité, que je suis également l'autre, que l'autre c'est moi, voilà. Et ben on va peut-être essayer d'éviter de lui faire du mal ou de faire du mal à l'environnement. Et là d'ailleurs il y a un peu une ruse de l'évolution, c'est que dans la mesure où il nous faut davantage être en partenariat avec d'autres, y compris et avec la nature pour jouer moins aux apprentis sorciers qu'on a fait jusqu'ici avec le type d'économie qu'on a développé depuis 150 ans ou 200 ans. Et il y a une ruse parce qu'en définitive, ça nous fait sous ce prétexte, non pas sous ce prétexte, mais avec cette recherche d'efficacité pour survivre ou pour se développer, il y a en fait la possibilité de trouver ça très profondément en soi. C'est déjà, le changement vient non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, comme vous le rappelez, c'est pas Peter Senge ou c'est qui dit ça? Je ne sais plus. Enfin, un certain nombre l'ont dit. Oui, un certain nombre l'ont dit. Et Gita Malaj, dans le dialogue avec l'ange, dit tout vrai mouvement commence par l'intérieur. Donc regardez, plongez à l'intérieur, au fond de vous. Oui. Et alors pour moi, c'est en fait les deux. C'est pour ça que j'aime bien travailler en boucle, j'aime bien raisonner en boucle. Pour moi, le partenariat extérieur favorise le partenariat intérieur, à l'intérieur de moi, et vice-versa. Et l'appel, si je puis ressentir cet appel évolutionnaire qui me dit, mais dans le fond, tout est encore ouvert, les jeux ne sont pas faits, et quand on le regarde, on ne peut être qu'inspiré par ce qui s'est déjà fait jusqu'ici, avec des hauts et des bas. Eh bien, cette dynamique interne et externe, en fait, se complètent admirablement. Et ça rejoint aussi donc ce processus de verticalité avec soi, avec l'univers, et d'horizontalité pour ne pas oublier. C'est le problème souvent du développement personnel et de tout ce qu'on peut voir fleurir ici ou là, où finalement on reste centré sur soi-même. Non, c'est bien cette connaissance, on plonge, on regarde, et après on se replonge dans l'univers, on dit « Ah tiens, il y a... des autres existent aussi, et il y a peut-être des choses à faire, et puis l'autre c'est peut-être moi, et puis c'est peut-être quelqu'un d'un peu différent aussi, et après on bascule dans ce que vous baptisez, ce que Erwin Laszlo baptise l'unité dans la diversité. Tout à fait. Alors c'est quoi ce concept d'unité dans la diversité qui permet de penser un petit peu différemment le monde? Je dirais que c'est intéressant d'ailleurs le mot diversité, université, qu'on peut combiner dans université, bien sûr, il me semble, et je ne veux pas interpréter ce qu'a pu dire Erwin Laszlo là-dessus, c'est qu'en définitive, plus je descends profondément en moi, plus je sens qu'il y a des choses communes qui me relient, par exemple, qui nous relient, et en même temps, je sens aussi la possibilité d'une vibration qui m'est propre, et qui va enrichir, qui peut enrichir, comme si j'accepte d'être enrichi par l'autre, qui peut enrichir cette unité que nous sentons. Et je ne trouve pas facilement les mots pour cela, mais se dire que c'est à la fois être conscient de tout ce qui nous relie et en même temps de... ce qui fait notre spécificité, ce qui fait que... Mais pas notre ego. Qui peut expliquer pourquoi nous sommes là en ce moment, pour apporter cette petite pierre, cette petite pierre à un édifice commun. Et dans la mesure où ça devient quelque chose au service de quelque chose de beaucoup plus large que simplement ma glorification personnelle, à ce moment-là, l'ego, qui est toujours présent, est un peu plus en sourdine et ne m'empêche pas de me relier vraiment aux autres. L'ego, c'est quelque chose qui, enfin, ce que vous dites et ce que nous disent d'ailleurs les différentes spiritualités, etc., c'est quelque chose qu'il faut dissoudre. Ça ne veut pas dire s'oublier, mais l'ego, c'est ce qui nous sépare de l'autre. Oui. C'est non pas la spécificité, mais c'est l'individualisme. C'est le fait de ne penser qu'à soi. Oui. Alors, oui.
Oui, et je ne sais pas si le mot dissoudre d'ailleurs est juste. Ça, c'est un terme alchimique. Oui, on dit il faut dissoudre l'ego pour se relier et trouver ce sentiment d'unité. Oui, en tout cas, l'important, c'est qu'effectivement, il ne soit pas surdéveloppé, c'est-à-dire qu'il n'empêche pas l'autre dimension de nous-mêmes de s'exprimer. Donc, c'est aussi de nouveau une question d'équilibre, un peu de yin et yang là aussi, hein, la tendance, c'est-à-dire la capacité à dire. J'avais un maître spirituel qui disait l'ego est un bon bourricot, hein, mais c'est un mauvais maître. Donc, est-ce que j'utilise mon ego avec toute l'énergie d'ailleurs qui va derrière au service de quelque chose qui, en définitive, ne va pas servir l'ego, mais qui va avoir son rôle à jouer. Alors, vous dites aussi, vous militez pour revenir, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, ce qui est la vision platonicienne, oui. Au beau, alors à chaque fois avec des majuscules, oui. Au beau, au vrai et au bien. Alors c'est quoi le beau, le vrai, le bien ? C'est très dogmatique ça. Oui, et puis disons que utopique en même temps. Ça peut apparaître très idéaliste, d'ailleurs on a parlé des idées de Platon. Ce que font bien apparaître un certain nombre de personnes, merci, dont Steven Kintosh, c'est que en fait la notion de beau, de bien et de vrai a évolué au cours des périodes. Et il me semble que maintenant ça redevient une forme de langage, une forme d'expression de la recherche de ce beau, de ce vrai, de ce bon, dans une perspective où nous vivons dans un monde imparfait, et en même temps, le beau, quand on est face à quelque chose de beau, éveille en nous quelque chose de dire une sorte d'apaisement intérieur. Donc nous pouvons, à travers le beau, sentir quelque chose qui nous relie à une certaine forme de perfection. Mais nous savons aussi, en cultivant la recherche du vrai, que cette perfection, elle a d'autres expressions possibles. Et qu'en définitive, quand je cherche le bien, c'est-à-dire non seulement mon bien, mais le bien des autres et le bien de l'univers dont je dépends, à ce moment-là, je vais m'acheminer vers des notions de beau, de vrai et de bon qui seront de plus en plus élargies. Einstein disait, une grande partie de notre développement personnel, c'est d'élargir notre cercle de compassion. De moi-même à mon groupe familial, à mon groupe ethnique, pays, à la nation, à la planète, etc., jusqu'à l'univers dans son ensemble. Et à ce moment-là, si on cultive la notion du bien, du vrai et du bon au niveau de l'ensemble de l'univers, en étant capable de le voir de temps en temps, parce que c'est ce qui nous soutient, et moi c'est ce qui m'a soutenu en tout cas, il y a la possibilité de trouver le courage en soi, parce qu'il faut du courage, et d'être à la fois encouragé par ce que l'on voit déjà autour de soi. Donc pour moi, c'est surtout le beau que je vois, ou le beau pas seulement visuel mais auditif par exemple, et d'être un agent, d'être un contributeur à cette expansion de la notion du beau, du vrai et du bien. Très bien. Et quelle est votre vision du monde en 3 mots ? Comment on peut résumer tout ça, à la fois votre parcours, les idées que vous défendez, ce côté évolutionnaire, cet amour incommensurable. Les Grecs nous parleraient d'agapé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc vous dites quelle est votre vision ? Quelle est votre vision du monde ? Du monde tel qu'il est, ou à venir, ou la vision du monde ? Écoutez, c'est une question extrêmement ouverte. Oui, elle est très ouverte. Pour moi, j'ai tendance à dire, et peut-être parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai trouvé du premier coup dans ma vie, loin de là, je pense que la notion d'un monde d'amour, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, avec ce que ça suppose de compassion, d'ouverture, ça c'est une partie de ma vision du monde.
C'est-à-dire que l'amour n'est plus simplement cette expression très impliquée, très appliquée à une ou quelques personnes, mais elle devient beaucoup plus portable. C'est donc, on disait, d'éros, philia, agapé, enfin voilà, progressivement, c'est des stades d'amour différents. Il y a une progression. De même que dans la notion de la présence, c'est la présence à moi, et là j'ai tendance, moi, à l'identifier plutôt à la dimension somatique des choses, au hara. Le hara, c'est-à-dire au niveau du ventre, voilà, chez les Japonais. C'est la présence à soi, à l'autre, aux autres. Et ça rejoint un peu ce que je disais de la phrase d'Einstein tout à l'heure, et à l'ensemble de l'univers, c'est-à-dire être conscient de sa présence à tout cela. Et plus de personnes l'ont, plus effectivement ça va donner d'autres types de rapports entre les hommes. Et puis il y a une troisième chose qui est en particulier dans le fourmillement d'invitations qu'on reçoit, c'est le discernement. Et là, c'est, enfin, je l'appelle comme ça, on peut l'appeler la clarté, le discernement, c'est la capacité à effectivement, guidé par l'amour et la présence peut-être, de faire le tri de ce qui va vraiment servir ou qui va être quelque chose qui va nous rapetisser, nous ramener en arrière. Alors, pour aller en avant... Donc c'est la sagesse, c'est une forme de sagesse, disons. Alors justement, vous parlez de sagesse et vous dites que finalement, pour développer ce côté évolutionnaire, on pourrait l'apprendre, on pourrait être élevé différemment, on pourrait enseigner différemment et l'éducation pourrait être modifiée. Alors, nos auditeurs pourront retrouver dans votre livre, qui est absolument remarquable, à la fois comment on évolue en entreprise, comment on peut changer ses propres systèmes managériaux de leadership, de relation à l'autre, aux autres, aux parties prenantes, externes, internes, etc. On ne va pas y revenir, mais pour les systèmes d'éducation, alors quels sont ceux que vous proposez, que vous avez repérés, sachant que vous l'avez dit, vous êtes à peu près la moitié du temps, pas tout à fait, en Californie. Vos enfants ont bénéficié d'un certain nombre d'autres systèmes scolaires éducatifs, et vous avez pu repérer un certain nombre de choses dans le monde, et vous suggérez un certain nombre de pistes et de systèmes. Oui. Alors, en partant du plus général, le système éducatif, et en particulier français, mais pas seulement français, a privilégié une dimension qui est la dimension rationnelle, intellectuelle. Au détriment du cœur et au détriment de l'autre intelligence, cette intelligence somatique ou du corps dont il parlait. Et Claudio Naranjo... Du corps, de la création et de l'expression de soi. Et c'est intéressant parce que Naranjo lui-même, il trouve une trinité entre père, qui est l'intellect, la mère, qui est l'affectivité, et l'enfant, qui est la côté instinctuel, joueur. Qui enjouait. Et l'important, en restant à ce niveau d'abstraction, c'est effectivement de rééquilibrer le système éducatif entre ces trois dimensions. Pour pouvoir tout exprimer. L'intelligence, le cœur, la volonté, ou le corps et son expression. Parce que ce sont trois niveaux d'intelligence qu'il est important d'encourager, d'éduquer dans le même sens, dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire de faire émerger, de faire sortir chez l'enfant, et c'est celui qui continue à étudier. Parce que quand on élève les enfants à ça, ils repèrent chez l'autre aussi cette habileté ou ce respect de l'expression de l'autre. Alors c'est pour ça que je souligne dans mon livre un certain nombre d'expériences, que ce soit le système des Waldorf Schools fondés par l'anthroposophe Rudolf Steiner au départ, ou Montessori, dans lesquels justement l'enfant est invité à utiliser déjà d'autres facultés. Mon fils est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire un artiste sur ordinateur en 3D, parce que en grande partie l'école Waldorf dans laquelle il a participé pendant des années importantes pour lui, ont suscité en lui, ont encouragé en lui ce tempérament d'artiste. Mais qui était mélangé au reste. Ça n'était pas, il n'y avait pas allez, maintenant on fait un cours sur l'art. C'était impliqué. La pédagogie globale qui permet l'expression systématique de ces trois niveaux de personnalité, etc. Et qui va bien avec ça, c'est le côté expérimental, où en fait l'enfant, l'étudiant est amené à découvrir par lui-même des choses.
plutôt que d'être simplement une oie congarve de connaissances. Et ça, c'est compliqué dans le système éducatif, puisqu'il s'agit de la formation de maîtres, de maîtres, d'instituteurs, de professeurs à un autre niveau, qui va, eux, les mettre dans parlant de franchir un seuil, dans une zone d'inconfort relativement importante. C'est pour ça que là, il faut raisonner à long terme, ce que fait tout évolutionnaire d'ailleurs, en disant il y a peut-être une génération qu'il va falloir pour effectivement arriver à mettre ça en œuvre, surtout dans des gros systèmes comme l'éducation nationale. Oui, et pas simplement au niveau national d'ailleurs, mais au niveau international. Mais de toute façon, c'est quelque chose, c'est une tendance, c'est des choses qui sont émergentes et qui sont en train d'émerger. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez en 2 minutes, je sais ça va être un petit peu difficile, nous parler un petit peu des apports de Ken Wilber et de son quadruple cadran? Alors vraiment 2 minutes. 2 minutes. Donc Ken Wilber est un synthétiseur par excellence et qui effectivement a découvert qu'à travers tous les domaines de la connaissance, c'était important de croiser à la fois dimension individuelle et dimension collective, c'est-à-dire d'avoir bien les 2 niveaux d'expérience présentes, et la dimension intérieure, intériorité chez l'individu, culture au niveau de la collectivité, et la dimension plus observable extérieure, qui sont le comportement d'un côté et les structures, les processus de l'autre. Et que dans chacun de ces domaines, il y avait aussi des niveaux d'évolution, des niveaux de développement que l'on pouvait cultiver en soi. Donc c'est ça, à mon avis, un de ses apports principaux, et c'est pour ça qu'il l'a appelé intégral, à l'instar d'autres auteurs, parce que ça fait appel à toutes les dimensions, à la fois individuelles, collectives, intérieures, extérieures, etc. Alors c'est un modèle que vous triturez dans tous les sens, que vous utilisez de manière extrêmement puissante. Donc nous engageons fortement nos éditeurs à s'y référer. Donc on le rappelle, Alain Gauthier, le co-leadership évolutionnaire pour une société co-créatrice en émergence. Oui, le point, puisque mon livre est surtout une sorte de témoignage sur mon propre itinéraire, c'est sur lequel je voulais insister, c'est qu'il y a bien sûr tous ces principes, ces orientations vis-à-vis de la vie qui sont importantes. Et que pour moi, parce que j'ai eu un passé très pragmatique en tant que consultant, coach, éducateur, c'est de dire qu'il y a en fait un foisonnement, et ça fait partie de l'évolution qui est en cours, un foisonnement de pratiques, qu'elles soient sur le plan individuel, comme par exemple non seulement la méditation, mais écrire un journal, faire de l'improvisation, etc., qui peuvent servir cette évolution. Il y a des pratiques interpersonnelles sur lesquelles il y a beaucoup de choses qui sont faites, le dialogue, l'écoute active, etc., le travail avec les polarités, et puis et aussi des pratiques systémiques qui là s'adressent à bien un travail qui est plus large que simplement entre 2 personnes, et que si l'on recherche un moyen d'entrer dans cette perspective du partenariat à la fois intérieur et extérieur, on peut trouver le chemin qui nous conviendra. Et l'idée a été d'offrir surtout des choses que j'ai essayées moi-même, mais sans les voyant, bien sûr, de manière exclusive, car chacun doit trouver le chemin qui lui convient bien. C'est comme une montagne, on choisit, il y a plusieurs sentiers possibles. Eh bien, je vais prendre celui qui m'inspire, qui m'attire, et puis après, je vais peut-être changer de chemin. Mais c'est vraiment le moment, cette période est extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mises ensemble et qui permettent d'offrir un éventail très large de chemins, de la connaissance de soi, de la connaissance des autres, et donc de l'expérience de la vie dans une perspective plus partenariale que dominatrice. Et même si le chemin est individuel, donc, vous le rappelez, il faut le faire avec l'autre, avec les autres et dans le monde. Alors ça, très juste, parce qu'effectivement, beaucoup de ces pratiques demandent de la constance, et il n'y a rien de plus utile que d'avoir un groupe de support, qui peut être l'équipe dont on fait partie, ou d'autres personnes, mais qui vous encouragent, qui deviennent vos gardiens. Je suis les héros, et ils deviennent mes gardiens, et vice-versa, parce que ça devient tout à fait réciproque. Avec de l'échange, toujours. Avec beaucoup d'échanges, et de prise de conscience,
de ce qui est en train de se passer entre nous, parce que tout ce qui nous renvoie à l'instant présent qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Et ça, on ne peut pas remplacer ça par uniquement un travail sur soi en cabine, dans une caverne ou dans un cabinet de travail. Alors nous allons passer maintenant au questionnaire pour changer le monde. Oui. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Ce qui me fait rêver, c'est un peu le rêve de Martin Luther King, quand il a imaginé que ses enfants puissent danser, chanter, travailler, apprendre avec des enfants de couleurs différentes. Mon rêve, c'est la capacité à apprécier toute la diversité qui existe sur Terre, non seulement dans le règne humain, mais dans le règne animal, végétal, et de se nourrir de cette diversité. Et que la sensibilité qui va avec soit de plus en plus développée, ce qui veut dire qu'effectivement, un certain nombre de personnes ne seront plus simplement dans une lutte poursuivie, mais pourront cultiver ça en eux. Et là, un potentiel énorme. Comment aimez-vous? Passionnément. Je crois que j'aime la vie et ce qu'elle offre comme possibilité d'expression, de remise en cause, etc. Et je crois que pour moi, comme aimer, c'est vibrer avec. Très bien, c'est très beau. Aimer, c'est vibrer avec. Vous êtes conscient? J'essaie de le devenir le plus possible. Et de manière intéressante pour moi, ça a pris la prise, parce que ce n'était pas mon point fort au départ, la prise de conscience de mon corps et des énergies subtiles qui le traversent à travers le tai chi, le qigong, etc., a été très important dans une conscience qui n'est pas limitée à la méditation une fois par jour, mais qui nourrit toute ma journée. Donc développer la conscience minute par minute, ça c'est vraiment une préoccupation importante pour moi. Le ici et maintenant et le partout pour toujours, voilà. Aussi, qu'on retrouvera dans votre livre. Oui. Comment s'invente-t-on? D'ailleurs, s'invente-t-on? S'invente-t-on? Je pense dans une certaine mesure que l'on peut se créer et en fait se co-créer. C'est-à-dire que tous les ingrédients sont là au départ. Je dirais, pour moi, l'invention ou la création, je représentais ça comme une spirale qui s'ouvre de plus en plus et dans laquelle, en acceptant qu'il y a un temps pour tout, mais qui par des expériences suffisamment variées, m'ouvre à des choses en moi que je ne voyais pas jusqu'ici. Qu'est-ce qui est magique pour vous? La première chose qui me vient, c'est un lever de soleil. C'est parce que je trouve de la magie dans la nature, dans la beauté de la nature, mais je trouve ça aussi dans le regard d'un enfant qui regarde son père, par exemple. C'est le fait qu'il y a des choses qui ne sont pas données d'avance et qui émergent et que moi, personnellement, j'appelle la magie. Quelquefois, je l'appelle aussi la providence. Alors, quels sont les 3 vœux magiques ou providentiels que vous pourriez formuler pour améliorer ou faire évoluer l'homme dans le monde? Le premier vœu, ça serait que la plus grande partie, sinon tous les hommes et les femmes, puissent avoir accès à des conditions de vie suffisamment dignes qui leur permettent de s'ouvrir à tout leur potentiel. La deuxième serait que
les structures de pouvoir de décision se laissent de plus en plus influencer par les sages, c'est-à-dire ceux qui ont fait un parcours sur eux-mêmes, plutôt que par d'autres moyens d'arriver au pouvoir. Et le troisième, c'est que la nature redevienne, soit non seulement conservée, mais restaurée, pour qu'elle devienne une école dans laquelle on apprend aussi la sagesse. Alors, qu'est-ce que la sagesse et qu'est-ce que plus d'humanité ? Pour moi, la sagesse, un élément de la sagesse, c'est d'arriver à reconnaître à temps et de manière préventive la conséquence d'excès auquel on peut être, par lesquels on peut être tenté, individuellement ou collectivement. Et donc de raisonner comme le faisaient les Amérindiens 7 générations devant, c'est-à-dire de dire quelles vont être les conséquences de faire cela. C'est une grande partie de la sagesse pour moi. Donc cette vision profonde du temps, comme Teilhard de Chardin la définissait, qu'il voyait émerger comme une nouvelle capacité de l'humanité. Qu'est-ce que l'homme ? Alors de manière très courte, maintenant, qu'est-ce que l'homme ? L'homme, c'est un pont entre la terre et le ciel, pour moi, de manière très courte. C'est-à-dire, c'est reconnaître à la fois cette essence infinie qui est en nous et cette capacité à travailler avec la matière telle qu'elle nous a été donnée. Le Bifrost dans la mythologie norvégienne, qu'on retrouve chez Tolkien. Oui, c'est un pont. Vers qui peut-on tendre ? Vers soi avec un grand S, c'est-à-dire vers le potentiel qui est en nous. Je pense qu'il y a des modèles, il y a des exemples intéressants, mais dans la mesure où ils nous conduisent à examiner en fait tout ce qui est latent au fond de nous que nous n'avons pas forcément encore réalisé. Qu'est-ce que l'autre ? Ou qui est l'autre ? C'est à la fois un miroir de moi, et en particulier quelquefois des aspects que je ne veux pas voir en moi. Et puis c'est une formidable occasion d'être, d'ouvrir en moi des choses qui avaient tendance à se recroqueviller sur elles-mêmes. Oui. Quelle est votre richesse ? Je crois que je suis un bon tresseur de passerelles. C'est-à-dire que je vois des connexions là où on n'en voit pas toujours. Et en tout cas, c'est ce que je voudrais offrir. Qu'est-ce que vous aimez donner ? Vous avez déjà en filigrane répondu plus ou moins à cette question. De l'enthousiasme, si autant qu'on ne peut pas vraiment donner l'enthousiasme, mais j'aime créer les conditions dans lesquelles l'enthousiasme, c'est-à-dire Dieu en soi, peut se réveiller. L'enthousiasme et la jubilation. Et la jubilation, c'est ça. Qu'est-ce que le beau ? On l'a à peine évoqué tout à l'heure, la question me brûlait les lèvres. Oui, c'est ce qui satisfait un appétit en moi d'harmonie, de perfection. Qu'est-ce que le sublime ? Ce qui est indicible, ce qui est difficile à exprimer et qui est pourtant là aussi accessible. Qu'est-ce que l'indicible, justement ? L'indicible, c'est ce qu'on a du mal à faire passer par... les mots sont à la fois une opportunité extraordinaire, mais aussi une prison. Et on a du mal à trouver les mots qui traduisent la profondeur de ce que l'on ressent. Ça, c'est l'indicible. Qu'est-ce que l'amour ? Je vais me répéter, c'est une vibration de grande amplitude, qui est multidirectionnelle, multidimensionnelle. Qui s'adresse et qui permet de se relier aux autres. Oui, c'est ça, c'est essentiellement. Alors pour parachever cette interview, est-ce qu'il y a une citation, un bon mot que vous avez fait vôtre qui vous caractérise et que vous pourriez partager pour nous faire évoluer ? Aime toujours plus. Eh bien, aime toujours plus.
Et n'oublions pas, ensemble, tout devient possible et le changement, c'est maintenant. Alors à vous.